Avant toute chose, je remercie les personnes ayant organisé ce colloque. Je remercie bien évidemment les autorités qui ont permis la réussite également de ce CIREM. Et puis, par avance, je remercie chacun d'entre vous d'être là. C'est une opportunité pour nous que d'échanger des pratiques sur l'anticipation des risques et la réduction des incertitudes. Pour moi, les objectifs sont donc la transmission de modèles réalistes venus de l'expérience acquise de chacun. C'est bien l'objectif de ce colloque. Alors, dans mon domaine d'expertise lié aux violences, je me devais de résoudre un problème. C'est comment les secours pouvaient-ils réaliser leur mission urgente face à une violence multiforme, imprévisible et irrationnelle. La finalité de ce questionnement fut donc le suivant. Est-il possible d'ignorer dans les missions de secours et de sécurité l'impact d'une violence en progression? Alors, préalablement au diaporama, je voulais signaler que ce colloque met en évidence une problématique complexe qui oppose la gestion d'une crise à des modèles fragiles. Alors, je fais un petit écart de littérature. Pour ceux qui connaissent l'écrivain Mark Twain, Mark Twain disait dans un de ses livres « Le danger n'est pas ce qu'on ignore, le danger, c'est ce que l'on tient pour certain et qui ne l'est pas. » Ainsi, toute décision opérationnelle perd de son efficacité dans un modèle obsolète. Confronté à une situation de crise, de nombreuses difficultés peuvent apparaître. Quelle évolution, quelles décisions, quelles actions? Ainsi, comment agir si l'on dispose d'une grille de lecture qui est étroite? Comment agir si l'émotion et l'effet tunnel brouillent une analyse indispensable à une bonne décision? Avant la Deuxième Guerre mondiale, des généraux pensaient que la ligne Maginot, pour ceux qui connaissent, c'est une ligne fortifiée qui partait de la Belgique et qui allait jusqu'à la Méditerranée. Cette ligne Maginot, elle avait été construite pour stopper une éventuelle attaque à l'époque de l'armée allemande. C'était une stratégie qu'on appelait la stratégie de la guerre de position. C'est-à-dire on va tenir nos positions et à partir du moment où on a érigé des châteaux forts sur toute la ligne, personne ne passera. En fait, certains experts à l'époque parlaient déjà de la nécessité d'une guerre de mouvement et pas d'une guerre de position. Alors je reviens à la littérature, que j'aime beaucoup ces métaphores. L'écrivain Lewis Carroll disait que pour rester à la même place, il fallait courir très vite. Alors ça s'applique à la stratégie, ça s'applique dans tout un tas de domaines. Pour lever l'incertitude, il fallait donc être sur le mouvement et sur des modèles agiles. Il fallait être réaliste et dépasser les égos de chacun pour éviter l'échec. Au final, en France, on a une forêt, à l'époque, qu'on appelait la forêt des Ardennes, qui est une forêt impénétrable, dont on pensait que personne ne pouvait réussir à franchir cet obstacle naturel, renforcé par les lignes de défense. Et pourtant, les adversaires, avec les chars, ont traversé cette forêt, l'infanterie était mobile, et pour la première fois, ils ont utilisé des forces parachutistes qui ont contourné les lignes de défense. Donc, tout ce qui avait été prévu n'avait servi à rien, absolument à rien. Cette métaphore, à mon sens, est l'enjeu de ce colloque. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de bouleversements majeurs. La recomposition des grandes puissances, le réchauffement climatique, la crise migratoire, la percée de l'intelligence artificielle, le terrorisme. Il est donc important de mobiliser les énergies pour accompagner au mieux ces transitions. Nous en avons la responsabilité et proposer aux organisations publiques ou privées des solutions concrètes. L'incertitude, c'est toujours le manque d'information conjugué au manque de courage. Voilà, nous allons passer au PowerPoint. Alors, au départ, j'exerçais fonction de commissaire de police
sur la région Occitanie et j'ai été sollicité à une époque pour travailler sur la problématique des violences qui impactaient les services de secours. Donc, comme on peut le voir sur cette diapo, on a eu énormément et on a toujours énormément de personnel de secours, des forces de sécurité qui ont du mal à réaliser leur intervention et qui sont agressés lors de ces missions de secours. Et nous avions un problème. C'est qu'on nommait mal le fond des difficultés. Alors, qu'est-ce que nous faisions en France pour les services de secours? On parlait, donc là je suis sur la partie historique, on parlait des violences urbaines. Tout était violence urbaine. Et à partir de là, nous faisions une erreur sur l'analyse, parce que toute la formation, toute la stratégie, toute la réponse opérationnelle rentrait dans une case nommée violence urbaine. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une erreur fondamentale et que nous nommions mal les problèmes. Donc, à partir de là, nous avons créé ce que j'appelle les situations dégradées d'intervention, qui sont toutes les situations d'intervention dans lesquelles nous rencontrons des difficultés et pour lesquelles il est très difficile de réaliser la mission. C'est la crise. La crise et l'incertitude d'aller au bout de ces objectifs. Alors, les situations, j'y reviendrai, situations dégradées d'intervention, après réflexion, donc j'ai travaillé avec une équipe où nous y avons beaucoup réfléchi, on les a cernées en 3 parties. Il y avait les violences individuelles, il y avait les violences collectives, et il y avait, alors, 2 sous-groupes, les violences de nature terroriste et les violences de nature dite amok. Amok ou tueur fou, tueur de masse. Donc, je vais vous expliquer sur ce diaporama ce que sont les situations dégradées d'intervention, comment on peut les raccrocher aux problématiques de la crise et de l'incertitude, et j'examinerai 2 cas concrets. Un premier cas, il s'agit véritablement d'une violence urbaine, c'est-à-dire d'une mini-émeute dans un quartier. Et le deuxième cas, c'est une tuerie de masse de type attentat terroriste. Alors, la question, c'est ce que nous ne faisons pas suffisamment souvent, c'est de poser les problèmes efficacement. Nous devons faire face à quelles menaces? Eh bien, en fait, toutes les formes de violence, quel que soit leur niveau de dangerosité. Comment et où? En tout lieu, en toutes circonstances, rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Moi, ma partie à moi, ça n'est pas la gestion de l'après. C'est la gestion de ce que j'appelle la première heure. Parce que dans une crise, si la première heure est mal gérée, les heures suivantes, les jours suivants, les semaines suivantes, ça sera extrêmement difficile de rattraper les choses. Donc, il faut mettre un maximum d'énergie sur la gestion immédiate dès l'apparition de la crise. On le verra dans le processus de crise. Alors, quel type de menace? Alors, les crises, le Maroc, vous y êtes confronté aussi assez régulièrement, ça peut être une menace contre le citoyen. Une personne qui décède dans des conditions, je dirais, difficiles, qui impactent la population. C'est une violence exercée contre une personne, mais c'est une situation qui va se développer parfois en situation de crise grave. Donc la violence peut s'exercer de façon plus ou moins forte contre le citoyen. Elle peut s'exercer également contre les services publics, l'économie, le pacte social, les forces de sécurité intérieure ou de sécurité civile. Alors, concernant le concept, donc l'objectif, c'est de protéger le citoyen, mais aussi de protéger l'État.
à partir de là, on va commencer un petit peu à réfléchir à la méthodologie. Donc la méthodologie, ce que je vous disais préalablement, ce qui est très important, c'est d'identifier le problème. Ce que bien souvent, dans les organisations, nous faisons mal ou qu'on se refuse à faire correctement. Parce que ça dérange, mais pour le stratège, pour le décideur, lui, il a besoin de connaître parfaitement la situation. Et le décideur, il ne faut pas qu'on lui apporte une réflexion biaisée, condescendante, pleine d'émotions, ou avec le système qu'on connaît trop souvent, pas de vague. Ça, c'est une erreur fondamentale dans la gestion des crises. Ensuite, lorsqu'on a identifié une problématique, il faut identifier les facteurs qui sont susceptibles d'aggraver cette problématique. C'est ce que j'appelle les facteurs aggravants. Alors, voilà un petit peu ce que sont les problématiques de violence. Donc, d'abord et avant tout, les agressions individuelles. Une équipe de gendarmes qui intervient, qui se fait agresser par un individu, peut devenir rapidement une situation dégradée d'intervention si elle est mal gérée. Une équipe de secouristes qui sont pris à partie par une bande de délinquants, c'est également une situation dégradée d'intervention. Donc on a les agressions individuelles et les agressions de groupe. Alors les agressions de groupe, elles peuvent être de tout un tas de nature. Ça peut être des agressions à titre revendicatif, ça peut être des manifestations violentes, ça peut être aussi des problématiques dans un stade de football, s'il y a un mécontentement d'une partie ou de l'autre partie. Ça peut être des violences avec ou sans armes. Alors ça, c'est très important, mais on pourra le développer un petit peu plus tard. Ça peut être aussi des violences dans les transports. On l'a vu au Maroc récemment, la vidéo qui a tourné sur la jeune fille qui a été maltraitée dans les transports. C'est une violence de groupe contre une personne. Et on voit un peu l'impact et la crise que ça peut déclencher. Ensuite, les tueries de masse, alors de nature terroriste, avec un ou plusieurs blessés, un ou plusieurs morts. Et ensuite, les problématiques des tueurs amok. En fait, généralement, des gens perturbés, fortement perturbés psychologiquement, pour lesquels il est difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. On est tout à fait là dans l'incertitude. Alors, sur le terme amok, très rapidement, c'est un terme qui nous vient de l'Indonésie, où, dans une époque ancienne, certains éléphants mangeaient de l'herbe qui était impropre à la consommation de ces animaux-là, et ils étaient pris de folie et ils dévastaient les villages. Ils écrasaient les habitants, ils dévastaient les cases. Et les Indonésiens ont nommé ces animaux devenus fous des amoks. Et cette terminologie a été reprise aujourd'hui. Alors, on en a quelques cas célèbres, je ne peux pas vous les citer tous, mais on a l'affaire Breivik, l'affaire d'Utøya en Norvège, où un individu donc, avait décidé donc, d'attaquer les institutions en faisant exploser un véhicule piégé qui a tué plusieurs personnes. Ensuite, il s'est rendu sur une île où il y avait un rassemblement de jeunes et il a tué, je crois de mémoire, 60 ou 70 personnes, sans compter le nombre de blessés. Il a été interpellé. Il y a également un événement marquant qui a été la tuerie de Columbine aux États-Unis, où deux gamins sont rentrés dans une fac et ont massacré tous leurs collègues avant de se suicider. Et puis, il y a d'autres types d'amok, par exemple, comme l'affaire de la Germanwings, où le pilote Leibniz a décidé de projeter son avion contre une montagne en tuant la totalité des passagers. Donc ça, ce sont des crises très graves où l'incertitude est maximum et qui sont déclenchées par des individus qui ont perdu une partie de leur discernement. Alors, si vous voulez, il y a un certain nombre de points clés pour... alors, si je prends le micro, bon, je vais essayer avec l'ordinateur, tant pis. Donc, il y a un certain nombre de points clés, si vous voulez, dans le concept SDI. Alors déjà,
Le concept SDI, par rapport à la crise et à l'incertitude, c'est une méthode d'identification des risques. Ce que je vous disais préalablement, dans la méthode, il est important d'identifier quels sont les risques auxquels l'organisation va être impactée. Ensuite, c'est l'optimisation de l'ensemble des partenariats. Parce que lorsque l'on travaille de manière séparée, on passe toujours à côté de l'objectif. On a un objectif, on mobilise toutes les énergies sur cet objectif. Mais les partenariats, ils doivent être formalisés en amont. Ils doivent être formalisés en amont dans le cadre de l'évolution du risque. Ensuite, ça implique également une méthode de formation. Ça implique aussi une méthode d'analyse du risque. Alors, il est très important, lorsqu'on a identifié le risque, de le mettre dans des cases et de savoir sur quelle échelle du risque. Alors, il y a les facteurs aggravants également qui peuvent jouer. On va se positionner. Ce sont également des modes d'action qui ne sont pas nécessairement conventionnels. Il faut que l'organisation accepte, dans l'urgence, des modes d'action, comme diraient certains militaires ou policiers, qui ne sont pas dans le manuel, parce que c'est la logique. Également, il faut prévoir dans le mode d'action un système d'alerte par des signaux faibles. C'est un sujet que je pourrais développer après cette conférence si vous le souhaitez. Et puis, ce qui est très important, c'est d'avoir une déclinaison tactique opérationnelle concrète, c'est-à-dire un cadre clair d'exécution des missions. Donc il y a une partie, je dirais, de réflexion, il y a une partie de mise en place et il y a une partie d'action. Ça doit aboutir sur quelque chose de précis. Alors, dans le processus d'évolution des crises, on agit en mode SDI dès l'incubation, voire même un petit peu avant la zone de rupture. Quand on est à la zone de rupture, on peut gérer également, selon la méthode, des situations dégradées d'intervention, mais c'est encore autre chose. Alors, on peut voir, si vous voulez, par rapport aux signaux faibles, par exemple, une augmentation des prix. Dans une société, c'est un signal faible. Un appel à manifester, c'est un signal qui est un peu plus fort. Pour nous, en France, Vigipirate, c'est aussi un signal qui est très fort. À chaque situation de signal doit correspondre une mise en alerte et une approche tactique opérationnelle. Donc, sur la gestion des signaux faibles, il y a deux modes de gestion. Il y a un mode de gestion complexe, pour faire court, qui fait appel à l'informatique, au big data et toute une méthode organisationnelle spécifique. Ça permet d'avoir une approche très fine. Et un mode beaucoup plus simplifié qui est applicable rapidement à n'importe quelle organisation. Donc, par rapport à cette méthode, pour l'avoir expérimenté, il n'est pas question de transformer fondamentalement l'organisation telle qu'elle existe. Il faut prendre en compte l'organisation et la transformer méthodiquement pour atteindre un objectif qui soit satisfaisant. L'échelle du risque est le maître étalon de l'action. Comme je vous l'ai dit, évaluer la menace, catégoriser la violence, identifier les facteurs aggravants, évaluer le niveau de risque pour les primo-intervenants, pour l'organisation, définir une échelle, confronter le niveau de risque au schéma tactique préparé, valider à l'échelon opérationnel, attitude, action, évaluation. Alors, les deux exemples pour terminer, donc l'incendie dans un quartier sensible, donc tout ça c'est issu ce sont des faits réels, hein. Donc ce que nous faisons aussi à l'entraînement. Donc nous sommes le 31 décembre, un groupe d'immeubles avec des véhicules en feu, des groupes hostiles, une zone criminogène, des accès difficiles, des impasses, des pavés, des projectiles à disposition, pas de police disponible immédiatement, l'obscurité, les pompiers en effectif réduit et des habitants qui sont menacés de brûler dans leurs habitations. Donc ça, c'est une situation de crise à laquelle la stratégie SDI peut répondre. Exemple de réponse opérationnelle que nous avons mis en place sur le département Occitanie.
Donc on a par exemple, alors je vais prendre le niveau 3 donc, auquel je vous ai parlé, donc ce sont des choses qui sont préparées, donc on est dans une situation avec des rassemblements importants, un risque très fort, donc on passe, nous, au niveau 3 rouge. Alors le niveau 3 rouge implique que, par exemple, on va prendre un point de rassemblement des moyens, donc comme je vous l'ai dit, dans le cadre du partenariat, on va rassembler les moyens, et ensuite, il va y avoir une méthode d'intervention massive et courte. Je vous rappelle, toujours sur la première heure, massive et courte. Parce que si l'intervention dure, là, on rentre vraiment dans une crise grave. Sur l'attentat terroriste, donc, on peut être confronté à des tireurs non localisés, à des informations confuses et variées, pas de déminage immédiat, l'effectif primo-intervenant pas toujours formé et réduit, pas de zonage effectué. Alors c'est vrai que la notion de zonage est une notion importante dans la méthodologie des SDI. De nombreuses victimes, des mouvements de panique, une dispersion des intervenants. Donc là, on est face à une situation de crise majeure qui va se développer si dans la première heure, on n'applique pas un process qui soit efficace pour réduire l'incertitude et arriver à limiter la crise. Alors, on termine. Voilà. Je terminerai donc pour vous dire que donc, ces méthodes, c'est le fruit de plus de 6 ans de travail, de la mise en application sur le terrain, d'entraînement. On a également développé des formations spécifiques pour les personnels et pour les formateurs. Derrière, là, vous avez une diapo sur quelques entraînements qu'on a pu faire sur ces situations-là. J'espère que vous aurez beaucoup de questions. Et puis, je vais passer la parole à mon collègue. Je vous remercie.